Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous propose d'apporter les premiers éléments de réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, sur les différents points, notamment les points évoqués par Monsieur le rapporteur. D'abord, une réponse sur la forme, pour vous dire, Monsieur le rapporteur, je suis désolé du faible taux de réponse aux questions parlementaires constatées au 10 octobre. J'ai moi-même été parlementaire et je n'apprécie pas être confronté à ce niveau-là. Et cela fait partie des instructions que j'ai données et des questions que j'ai pu poser. Je dis questions pour ne pas dire colère que j'ai pu avoir à la lecture de ces chiffres-là. Et il faut que nous fassions mieux et nous ferons mieux. Sur les moyens consacrés d'abord à la mise en place de France Travail, cela a été évoqué par plusieurs députés. La montée en puissance de France Travail est par définition, et c'est écrit dans la loi, une montée en puissance progressive. En 2024, nous devons avoir en tête que la loi relative au plein emploi ne sera pas encore en application de manière générale. La généralisation est prévue pour le 1er janvier 2025. Et donc sur 2024, nous avons essentiellement deux choses à accompagner et à financer. D'abord, la montée en puissance des expérimentations. Nous avons 18 départements qui expérimentent. 18 départements qui expérimentent, dont certains veulent élargir le territoire d'expérimentation. Et nous avons d'autres départements qui souhaitent intégrer cette expérimentation. Les 170 millions consacrés à la contractualisation avec les départements permettront d'accompagner cette montée en puissance de l'expérimentation et permettront aussi de financer la transition du modèle actuel vers le modèle France Travail. Je pense notamment à la contractualisation sur la méthode et les systèmes d'information. Je pense aussi à la contractualisation pour transformer le modèle de garantie d'activité départementale en modèle France Travail. C'est l'objet des 170 millions de contractualisation avec les départements. Par ailleurs, l'opérateur Pôle emploi va bénéficier de 300 équivalents temps plein supplémentaires dans le cadre d'une expérimentation qui est par essence progressive. Aujourd'hui, nous avons 4000 bénéficiaires du RSA qui sont sur des territoires d'expérimentation. Et donc, la montée en puissance nous permettra de l'accompagner. Et je précise que d'ici 2027, nous serons sur un montant d'augmentation des moyens dont dispose France Travail, Pôle emploi aujourd'hui, France Travail à partir du 1er janvier, d'1 milliard d'euros par an par rapport à aujourd'hui, ce qui nous permettra très largement d'atteindre les objectifs qui sont ainsi fixés. Sur les questions relatives aux contrats aidés et au très grand écart que vous avez souligné entre 450 000 contrats aidés il y a presque une dizaine d'années et 90 000 aujourd'hui. D'abord, je pense que cet écart doit être relativisé par le fait que lorsqu'il y avait 450 000 emplois aidés, nous étions dans une période de chômage de masse à la sortie d'une crise financière. Et par ailleurs, il n'existait pas de modèle spécifique d'accompagnement des jeunes sans emploi ni formation. Je pense aux 300 000 contrats engagement jeunes qui ont été signés en 2023, aux 300 000 que nous prévoyons pour 2024. Nous considérons que lorsque l'emploi s'améliore, il est normal que les emplois aidés soient moins nombreux. Et j'ai donné instruction aux différents préfets de concentrer la mise en œuvre de ces contrats aidés sur les publics les plus éloignés, notamment les allocataires du RSA, les demandeurs d'emploi en situation de handicap et ceux qui ont le niveau de formation le moins élevé pour retrouver pleinement la dimension d'insertion des contrats aidés. Je vous confirme, monsieur le rapporteur, que l'augmentation des moyens consacrés au dialogue social est essentiellement liée à l'organisation du scrutin spécifique pour les TPE et aux règles de représentativité que vous avez évoquées. Je voudrais vous dire aussi, monsieur le rapporteur, sur les deux sujets thématiques que vous avez apportés. D'abord, concernant la question du sport, que pour ce qui concerne le référentiel commun de formation pour le sport et la qualification dans le domaine du sport. C'est un chantier qui est piloté directement par le ministère thématique en charge, c'est-à-dire le ministère des Sports, que nous accompagnons. Nous avons toujours cet objectif que les prochaines semaines nous permettent la publication de ce référentiel commun qui sera bien utile. Par ailleurs, nous avons inscrit des crédits relatifs à l'accompagnement de la VAE dans le cadre des crédits éligibles aux pactes régionaux d'investissement dans les compétences. C'est une demande portée par nombre de représentants de l'ARF, ce qui permettra d'accompagner la montée en puissance de la VAE, en particulier pour les acteurs de l'insertion et pour le sport. Nous le faisons dans le cadre de la feuille de route que vous avez rappelée, qui fixe cet objectif ambitieux de 100 000 emplois supplémentaires dans le monde du sport et d'une multiplication par 5 de l'entrée en insertion. Et les premiers résultats que nous avons sont positifs, puisque, indépendamment des crédits consacrés à cette question par le ministère du Sport, et je pense notamment aux crédits annoncés pour la professionnalisation des associations lors du dernier comité interministériel de la ville, ce sont 20 millions d'euros qui sont consacrés aux actions d'insertion par et pour le sport, dans le cadre du PIC 100% inclusion, avec 5 000 bénéficiaires en quartier politique de la ville, principalement autour des actions de repérage et de remobilisation, de valorisation des compétences, et avec des taux de sortie positifs qui sont intéressants, tant vers l'emploi durable ou l'emploi à durée déterminée pour 52%, ou encore presque 15% en formation. Est-ce que nous allons évaluer? Oui. Toutes les actions du PIC 100% inclusion ont vocation à être évaluées avant d'être pérennisées. Comment est-ce que nous allons pérenniser? Grâce à l'article 6 de la loi pour le plein emploi,
qui reconnaît aux associations et aux personnes morales de droit privé, associations, fondations, parfois entreprises sociales d'utilité solidaire, la possibilité d'être reconnus comme des acteurs du marché de l'emploi et du service public de l'emploi, et donc d'être conventionnés dans le cadre de conventions pluriannuelles. Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, et vous n'avez pas été le seul, l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Je voudrais apporter un certain nombre de précisions en essayant de couvrir chacune des questions qui a été abordée. Je l'ai dit tout à l'heure lors des questions au gouvernement, en 2017, c'est un budget de 15 millions d'euros qui est inscrit dans la loi de finances de l'État pour accompagner territoire zéro chômeur de longue durée. En 2023, ce sont 44,9 millions d'euros et nous avons prévu d'inscrire 69 millions d'euros. J'ai dit tout à l'heure, et je le maintiens, qu'il y a eu systématiquement une sous-consommation des crédits de l'État alloués à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. En 2017, 14 900 000 euros inscrits, 4 millions consommés. En 2018, 18 millions inscrits, 9 millions consommés. En 2019, 22 millions 4 inscrits, 9 millions 8 consommés. En 2020, 28 millions 5 inscrits, 11,1 millions consommés. En 2021, 28,6 millions inscrits, 12 millions 9 consommés. En 2022, 32,8 millions inscrits, 25 millions 4 consommés. À date, sur les 44,9 millions d'euros inscrits pour le PLF 2023, ce sont moins de 31 millions d'euros qui ont été mobilisés. Il a été évoqué la perspective de l'année 2024. 69 millions d'euros sont inscrits. Cela nous paraît suffisant au vu de ce taux de consommation des crédits de l'État inscrits dans la loi de finances. Il vient de s'ajouter à cela, évidemment, la participation des départements et des intercommunalités. J'ai pris l'engagement de déposer les décrets nécessaires au Conseil d'État pour pouvoir labelliser 25 territoires en plus des 60 prévus par la loi. Et effectivement, nous avons ramené le taux de prise en charge de l'État et uniquement d'État de 102 à 95%, c'est-à-dire le niveau de 2019. Il faut savoir que les deux lois qui ont été adoptées concernant le territoire zéro chômeur ont prévu un plancher d'intervention de l'État à 53% du montant du SMIC. Nous sommes aujourd'hui à 95%. J'ai indiqué, et j'aurai l'occasion de le dire directement, à M. Gallois, c'est 53% dans la loi, le plancher d'intervention. C'est écrit dans la loi, c'est comme ça. Vous n'étiez pas là pour la voter, je l'ai voté, et c'est à 53%. Sur la suite, j'ai dit à M. Gallois, mon cabinet a dit à M. Gallois, et je lui dirai directement jeudi, que nous sommes prêts à prendre l'engagement d'apporter 10 millions d'euros en gestion en 2024 si les 69 millions d'euros n'étaient pas suffisants, ce dont je peux douter légitimement au vu des taux de consommation des exercices précédents. Il a été évoqué, je crois, par M. Juvin et par vous-même, monsieur le rapporteur, la nécessité d'une subvention d'équilibre. Nous avons dit à l'association que pour l'accompagner dans ces questions de trésorerie pour l'année 2023, nous étions prêts à lui attribuer 1 500 000 euros de trésorerie. À date, l'association nous a indiqué n'avoir besoin de mobiliser que 500 000 euros sur ces 1 500 000 euros. Est-ce que nous allons évaluer? Oui. Et j'ai confié au professeur Lorty la présidence du comité scientifique d'évaluation qui nous rendra ses conclusions à l'été 2024, de manière à ce que nous puissions ainsi avancer. Sur cette question-là, nous continuerons à discuter, mais dire qu'il y aurait une baisse alors que nous passons de 45 à 69 millions d'euros me paraît étonnant, surtout avec 10 millions que nous pouvons apporter en gestion. Sur les autres sujets qui ont été évoqués, je voudrais dire à M. Le Gac qu'il y a deux sujets principalement sur lesquels je souhaite rebondir dans son intervention. D'abord, la question du plan d'investissement dans les compétences. Ça fait le lien avec un certain nombre d'interventions et de demandes sur l'emploi des seniors, par exemple. Le plan d'investissement dans les compétences, aujourd'hui, il existe et il a été ouvert en 2018. Il prévoit que sont éligibles au financement les formations dispensées aux demandeurs d'emploi ayant un niveau de qualification inférieur au bac. Dans le cadre du nouveau plan que nous discutons avec les régions, nous avons prévu d'apporter deux modifications. D'abord, pour les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans, nous ouvrons l'éligibilité du financement des formations jusqu'aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans ayant une formation inférieure à bac+2, ce qui nous permettra d'ouvrir l'accès à des formations qualifiantes pour des jeunes bacheliers, mais qui ont pu connaître une difficulté d'orientation en première ou en deuxième année d'enseignement supérieur. Ensuite, nous supprimons purement et simplement toute condition de formation pour les demandeurs d'emploi allocataires du RSA, pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap et pour les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans, c'est-à-dire les seniors, considérant que le fait d'être au chômage au-delà de 55 ans, malgré une formation qui pourrait être supérieure au bac ou à bac+2, nécessite souvent une requalification ou un reclassement. Pour ce qui concerne l'ANACT, vous l'avez dit, monsieur Le Gac,
La loi santé au travail du 2 août 2021 a engagé sa transformation avec la réunion de l'ANACT et des associations régionales dans un réseau commun. C'est ce que nous accompagnons, de la même manière que nous accompagnons avec l'augmentation de la subvention les démarches, notamment prévues dans le cadre du plan santé au travail numéro 4 sur l'intervention de l'ANACT dans la prévention des addictions en milieu professionnel ou encore en direction des TPE et des PME, puisque nous savons que c'est un terrain d'intervention sur lequel nous devons aller plus rapidement. Nous allons aussi faire en sorte de mobiliser cette organisation sur la prévention de l'exposition aux facteurs les plus dangereux, notamment les facteurs cancérigènes, je pense à l'amiante, ainsi qu'à la prévention d'un certain nombre d'autres maladies professionnelles qui sont connues et qui peuvent être dangereuses. Pour l'intervention de M. Ben sur la question des seniors, j'ai apporté un premier élément de réponse avec l'éligibilité sans condition de diplôme au financement des formations dans le cadre des PIC et des PRIC, pardon pour les acronymes. Je voudrais ajouter, mais ça fait le lien avec d'autres interventions, que nous avons proposé au mois de juillet avec la Première ministre à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs d'ouvrir 3 discussions autour de 3 projets d'accords nationaux interprofessionnels. Un sur le compte épargne temps universel, un sur les parcours, les carrières, les reconversions, avec toute cette logique de progression de carrière et la simplification des dispositifs de transition collective et de transition professionnelle. Et enfin, un troisième sur l'emploi des seniors, que nous ouvrons très largement, à la fois aux mesures qui ont fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, CDI senior, index, mais aussi toutes les modalités possibles et envisageables par les partenaires sociaux. Et c'est donc des partenaires sociaux que nous attendons que des propositions soient faites pour l'emploi des seniors, accès et maintien dans l'emploi, formation, reclassement, deuxième, troisième partie de carrière, de manière à pouvoir être le plus efficace possible. Et nous avons pris l'engagement, si un ANI est conclu, de le transposer dans la loi et d'en proposer une transposition intégrale et complète au premier semestre 2024. Le délai de négociation est de 4 mois et je devrais envoyer le document d'orientation dans les jours qui viennent aux partenaires sociaux. Sur les moyens dont dispose Pôle emploi dans le cadre de la mise en œuvre de France Travail, je l'ai dit, c'est à la fois 300 millions d'euros supplémentaires dès l'année prochaine, avec une chronique permettant d'avoir 1 milliard d'euros. Et oui, effectivement, cela passe à la fois par le maintien de la subvention de l'État, 1,250 milliard d'euros, et par une volonté de notre part, de la part du gouvernement, que l'UNEDIC puisse contribuer plus fortement au financement de ces politiques. L'UNEDIC a connu un déficit chronique d'1,9 milliard entre 2009 et 2019, 1,9 milliard par an. Nous sommes à 4,4 milliards d'euros en 2022 d'excédent, au moins autant en 2023, et une chronique qui dit qu'à 7% de chômage, ça sera 11 milliards d'excédent en 2026, qu'à 5%, ce qui serait une très bonne nouvelle, ça sera 16 milliards d'euros. Et nous considérons que affecter une partie de ces excédents très importants au financement des politiques d'emploi, c'est une forme de dépense active, que cela permet le retour à l'emploi, et ça n'empêche pas un désendettement d'au moins 40% de la dette de l'UNEDIC à l'horizon de la fin du quinquennat, ce qui reste un objectif ambitieux. Sur les mesures de régulation qui concernent le CPF et je précise que pour les moyens de Pôle emploi, cela répond aussi à la question de M. Chloé. Sur les moyens de régulation du CPF que M. Juvin a évoqués, d'abord vous confirmez, M. Juvin, que les mesures de régulation sont efficaces, puisque nous avons sécurisé les connexions, que nous avons amélioré les qualifications, que nous avons, avec Carole Grandjean, ministre déléguée auprès de moi pour les questions de formation professionnelle, déréférencé un certain nombre de formations, mais aussi déréférencé des organismes certificateurs qui certifiaient tout et n'importe quoi, si vous me permettez cette expression. Et cela nous permet de réaliser de véritables économies avec, dans les semaines et les mois qui viennent, un travail complémentaire pour améliorer encore la garantie de qualité et le niveau de qualité des formations. Nous prévoyons effectivement, je l'ai dit dans mon propos liminaire, une participation d'un certain nombre d'utilisateurs du CPF. Nous avons pris 2 engagements avec la Première ministre. Le premier engagement, c'est qu'un certain nombre de ces utilisateurs en soient dispensés. Je pense notamment lorsque l'utilisation se fait dans le cadre d'un plan de développement des compétences ou dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Et par ailleurs, vous avez évoqué une participation à 30%. Ça ne sera absolument pas le cas. Nous sommes plutôt sur l'idée d'une participation forfaitaire sur des niveaux bien moins importants qui pourraient se compter en quelques dizaines d'euros. Mais c'est renvoyé à une concertation que nous aurons au printemps, pas avant la fin du premier trimestre 2024, de manière à pouvoir aussi l'articuler avec les éventuelles mesures de transition professionnelle et collective que les partenaires sociaux pourraient inscrire dans l'accord national interprofessionnel que j'ai évoqué il y a quelques instants. France Compétences présente un déficit qui est devenu chronique. France Compétences a été créée et financée dans un cadre où nous avions à peu près 300 000 contrats d'apprentissage par an. Et lorsque nous sommes à 850 000, cela crée ce besoin de financement par l'État, mais nous considérons que c'est un investissement utile
au vu des taux d'insertion et de la réussite de la politique de l'apprentissage. Monsieur Leclerc a évoqué les questions d'apprentissage. Je viens de les évoquer. Je peux simplement ajouter que nous allons maintenir le financement des pré-apprentissages dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. C'est un moyen utile pour pouvoir accompagner notamment des élèves en situation de décrochage. Nous allons maintenir le niveau d'accompagnement et je réponds ainsi à la question de M. Monet aussi. Nous maintiendrons en 2024 le même niveau d'accompagnement que celui que nous connaissons. Je l'ai dit dans mon propos liminaire. Et puis, vous avez posé une question plus particulière sur le transfert du recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social. La loi Avenir Pro de 2018 a prévu le transfert de la collecte de cette contribution des OPCO aux URSSAF. Ce transfert est apparu comme trop complexe pour beaucoup d'OPCO, donc l'article 8 du PLFSS supprime le transfert, mais je vous confirme que si les branches qui le souhaitent, pourront, sur la base du volontariat, décider de ce transfert aux URSSAF. Nous travaillons notamment avec l'UDP pour voir comment organiser pratiquement cette mise en œuvre volontaire et non pas obligatoire du transfert pour les branches qui jugeraient que c'est plus simple. Donc la réponse est positive à votre interpellation. Ensuite, M. Delaporte a évoqué le financement de Pôle emploi. Je n'y reviens pas. Sur les questions d'égalité professionnelle femmes-hommes, je souligne cependant que nous avons pris l'engagement à la fois de réviser l'index égalité pro pour l'améliorer et de transposer dans le même moment et dans le même mouvement la directive sur la transparence et l'égalité salariale dont les décrets de transposition ont été publiés aujourd'hui au journal officiel. Et nous allons transposer la directive d'ici 18 mois, alors que la Commission européenne a laissé un délai jusqu'à fin 2026, ce qui nous permet d'aller plus vite. Je ne reviens pas, Madame Rousseau, sur les éléments que vous avez évoqués, mais je voudrais simplement vous dire que les craintes exprimées par quelques-uns au sujet du coût de trésorerie pour l'UNEDIC ne sont pas fondées. Nous l'avons vu avec l'UNEDIC. Et par ailleurs, quand vous parlez de précarisation de l'emploi, je voudrais souligner que dans tous les indicateurs, mais j'ai eu l'occasion de le dire dans des questions au gouvernement, nous avons une part des CDI dans les contrats signés de 1 mois et plus d'1 mois qui a dépassé les 52%, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Donc on ne peut pas parler de précarisation. Enfin, Monsieur Monet a évoqué les moyens de France Travail, j'ai répondu. Sur la prime apprentissage aussi. Et pour ce qui concerne Monsieur Panifou, je voudrais simplement dire, Monsieur le député, que les missions locales gardent 630 millions de crédits d'intervention, ce qui est reste un record historique à 1 ou 2 millions d'euros près par rapport aux années précédentes, et que nous avons toujours le même objectif de 300 000 contrats d'engagement jeunes, sachant que les jeunes concernés par France Travail au sein des missions locales ne sont que ceux des CEJ ou des PACA, puisque ce sont seulement les jeunes dans une logique de recherche d'emploi ou de formation qualifiante. Les autres restent dans le système d'accompagnement global que l'on a déjà évoqué à plusieurs reprises